Bonsoir Georges. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Annick. Bonsoir. Bonsoir Arpad. Bonsoir. Georges, t'as amené ton équipe avec toi ce soir. Oui. Toutes des gens de Campagne Québec Vie qui sont soit bénévoles ou travaillent pour l'organisation avec toi. Des gens qui sont allés la semaine dernière, justement, à la 69e session de la Commission de la condition de la femme, qui a été l'occasion notamment de débats intenses sur la place des valeurs religieuses dans la promotion des droits des femmes. Certaines voix ont dénoncé ces valeurs religieuses comme des oppressions à déconstruire, tandis que d'autres ont défendu leur rôle fondamental dans la construction des repères moraux et culturels. Mais juste avant de parler de l'expérience qu'ils ont vécue la semaine dernière, on regarde une vidéo puis on commente par la suite. Les droits des femmes sont en état de siège. Le poison du patriarcat est de retour et il revient en force. Il freine brutalement l'action, détruit les progrès accomplis et prend des formes nouvelles et dangereuses. Mais il existe un antidote. Cet antidote, c'est l'action. Le moment est venu pour celles et ceux d'entre nous qui se soucient de l'égalité pour les femmes et les filles de faire front et de faire entendre leur voix. Le moment est venu pour le monde d'accélérer les progrès et de tenir la promesse faite à Beijing. Et partout dans le monde, des acquis durement gagnés sont réduits à néant. Les droits en matière de procréation sont remis en cause et les initiatives en faveur de l'égalité sont abandonnées. Aujourd'hui, l'ONU est plus forte parce que nous sommes plus représentatifs du monde que nous servons. Et nous sommes déterminés à faire encore davantage pour les femmes et les filles du monde entier. Le pacte pour l'avenir comprend l'engagement de revitaliser la Commission de la condition de la femme afin de favoriser l'application du programme d'action de Beijing. Et notre plan pour l'accélération de l'égalité des genres dans le système des Nations Unies vise à faire progresser cette égalité, ainsi que les droits fondamentaux de toutes les femmes et les filles dans chaque facette de notre travail. How do you define safe abortion? Is a safe abortion only when one human being dies? Because that would seem to me to be contradictory, like talking about a safe war or a safe execution. That's a very tough question to answer. First of all, you put me into a tight spot. I would define safe abortion as the right for the woman to, number one, to make that choice, but also for her health to be put first. We have some in the audience today that could point a few questions that are quite different, because some here are not for good reasons. So if you want to answer in the panel, that's okay, but if you don't want to answer, don't answer. I have a question about something she said. If anybody on the panel wants to answer, that's fantastic. Why do you feel the need to categorize abortion as maternal health care, when abortion as a practice does not target the mother, but the child in utero? I think and we don't want to necessitates the answer killing that. of such child. If you can sit down, please, or go out. If each of us are human rights champions, as you would say, Sit down, should we not or defend the go rights of all outside. humans? Go outside. Thank you. Any constructive Where are you from? People don't know from CLC. What's that? Then people can get it. Let's go. Okay, yeah, we don't want you to ask any questions. Part of our routine. Okay, thank you. If you want to have me stay, I'm going to stay. And please don't let me take this anymore. Annick, vous êtes allée là la semaine dernière. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage au siège social de l'ONU à New York? Puis sentiez-vous que vous étiez les bienvenus? D'abord, oui. D'abord, les gens là-bas sont accueillants. Les conférences, c'est des salles qui sont remplies. Sont remplies. Vous devez être une minorité quand même. Une minorité de notre côté là, par rapport au pro-vie, puis à ce qui est véhiculé comme message là-bas. Ouais. Là. Donc, mais sinon, en général, les valeurs féministes, l'égalité des femmes, il y a plusieurs valeurs avec lesquelles je suis d'accord, personnellement, mais quand on arrive avec des idées là, par rapport à la santé reproductive, qui est un sujet qui revient, là, qui est récurrent dans les conférences, bien, c'est à ce moment-là qu'il y a une différence d'opinion là, par rapport à nous, notre groupe là, pro-vie. Si on veut intervenir, on sent qu'il n'y a pas d'écoute, en fait, qu'il n'y a pas de dialogue qui soit possible.
Donc ça, c'est ce que je retiens. Puis il y avait aussi des conférences pro-vie à travers la semaine et puis des conférences à l'ONU. Donc, on voit vraiment une différence de mentalité, puis un manque de dialogue aussi entre les différentes organisations. Exactement. Arpad, je me tourne vers toi pour... vous êtes arrivé à l'ONU en sachant que l'environnement serait hostile probablement à vos idées. Mais avez-vous été surpris par l'ampleur de cette hostilité? Oui. Je m'attendais à l'hostilité et j'étais aussi surpris de l'ampleur aussi. Mais juste pour vous dire, j'ai beaucoup aimé être là. C'était pas... à certains moments, c'était pas facile, mais être là, être une voix pour les enfants naître qui n'ont pas de voix, je pense que nous et notre équipe ont fait un travail exceptionnel. Et l'hostilité, évidemment, comme moi, je suis un homme bien vêtu, alors juste ma présence aussi, déjà dans une salle pleine de féministes, beaucoup d'entre eux qui sont radicales, ça les mettait dans un inconfort que je sois là, mais aussi que notre équipe pose des questions, comme vous l'avez vu sur les vidéos. À chaque occasion, notre équipe tentait de poser des questions pour vraiment ramener la valeur de la vie, la valeur de l'enfant à naître dans la discussion, puisque quand on parlait des droits sexuels et reproductifs, ils ne tiennent pas compte de l'enfant à naître du tout. Alors eux, c'est vraiment de promouvoir l'avortement, de promouvoir la contraception, d'enlever vraiment cette vision aux femmes que d'être une mère, c'est une bonne chose. Alors, oui. Arpad, ça a été quoi les moments où tu as senti que votre simple présence dérangeait? Oui. Alors, quand ils savaient qu'on était là. Quand ils savaient qu'on était là... c'est pas écrit pro-vie sur vos fronts. Non, mais de la manière qu'on s'habille, on s'habille modestement, on s'habille bien. Beaucoup de personnes... qu'il y a vraiment une différence au niveau de la tenue vestimentaire entre les gens qui représentaient pro-vie et les gens qui étaient là-bas? Oui et non. Il y avait certaines personnes des deux côtés qui s'habillaient bien, mais de notre côté, on était tous bien habillés, on parlait tous comme il faut, on prenait part à toutes les sessions. Honnêtement, on était là vraiment pour bien interagir avec le monde en bonne honnêteté. Et vraiment, c'est toujours le point où ils ouvraient la salle à des questions et nous, on voulait poser des questions. Et quand on posait des questions qui n'étaient pas qui n'allaient pas avec leur vision du monde, avec leur narratif. Là, ils nous coupaient, là, ils devenaient beaucoup plus agressifs envers nous. Alors c'est là, c'est quand on posait les questions. Peux-tu me définir, Arpad, agressif? Oui. Dans la salle, les yeux tournaient, ils se parlaient entre eux. Par exemple, moi, à la dernière session où j'ai pris part, l'organisatrice est venue à moi. Il y avait une question, il y avait une période de questions et réponses qu'ils ont coupée parce qu'on posait des questions. Puis après il y avait une partie de discussion. Et on ne m'a pas donné l'opportunité de prendre part aux discussions parce que l'organisatrice est venue à moi et m'a interrogé je dirais agressivement, très directement, est-ce que vous soutenez SRHR, les soins reproductifs sexuels? Et même avant que je puisse répondre, elle m'a demandé de quitter la salle. Ouais. Et même avant que je puisse me lever pour quitter la salle, elle est partie en disant qu'elle appelle la sécurité pour me faire évicter. Oui. Fait que toi, tu as été expulsé, tu as été suivi. Est-ce que tu as été filmé puis empêché d'assister à certains événements? Ou des gens de votre groupe? Moi-même, pas personnellement, mais oui, certaines personnes ont été refusées accès à des événements. Puisque on indiquait qu'ils demandaient avec quel groupe on faisait partie, puis s'ils répondaient à CLC ou Campaign Life Coalition, là, certaines personnes se faisaient refuser. Et juste parce que déjà, dès la première journée, notre équipe posait des questions. Notre équipe était déjà là-bas à prendre part activement aux événements. Ils nous ont déjà reconnus après la première journée. Alors, quand on revenait, les gens chuchotaient entre eux que c'est eux, il faut faire attention, on ne doit pas leur laisser de la parole, il ne faut pas les laisser rentrer. Alors, ça se disait déjà dès la deuxième journée, parce que la première journée, on était déjà très actifs. Oui.
Annie, comment on interprète cette attitude en lien avec la tolérance et la diversité d'opinions que l'ONU prétend défendre quand on a un groupe qui sont pro-vie sur place, puis on cherche à les censurer pour les empêcher de s'exprimer par rapport à protéger la vie et l'enfant à naître? Bien, exactement comme ça, de la censure. Là. On sent qu'on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de s'exprimer ou d'avoir des opinions. Puis, eux autres, ils disent qu'ils sont là pour défendre les femmes. Moi, je suis une femme, puis je suis pas en accord. Alors, je devrais avoir le droit, mais les hommes aussi, mais je veux dire, je devrais avoir le droit de donner mon opinion. Absolument. Puis, de ne pas être ridiculisée ou rabaissée, de se faire dire que... T'es-tu senti rabaissée? Bien, quand je m'exprime sur le sujet, ouais. je me sens fréquemment rabaissée, là, comme quoi je suis contre les femmes. Oui, mais c'est pas ça du tout. Mais pas du tout, puis c'est tout à fait le contraire, en fait. Ouais. Parce que de prétendre qu'une femme ne peut pas mettre son enfant au monde, c'est bien pire, c'est beaucoup plus rabaissant. Ouais. Alors que les groupes pro-vie, pro-famille, ils font justement la promotion que la femme... Il faut la soutenir dans sa grossesse et non pas penser que ce soit une idée de santé ou que ce soit bon pour son avenir, pour son éducation, que ce soit bon de quelque façon que ce soit, d'appeler ça de la santé reproductive, alors que c'est pas du tout ça, là, eux autres. Puis ça m'a surprise à quel point ça revient toujours. Ouais. C'est ça. Donc oui. Georges, tu es le président de Campagne Québec Vie. Pourquoi avoir envoyé des employés ou des bénévoles représentant Campagne Québec Vie dans la gueule du lion ou dans l'enfer même où sont votés le narratif des décisions qui viennent à l'encontre justement de la vie? Sachant que ces gens-là auraient certainement vécu, ou ils ont certainement vécu, de l'hostilité, de la censure, etc., etc. C'est quoi le but en arrière de tout ça? Veut pas, les Nations unies ont un grand prestige dans le monde. Ils ont été créés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour dire que maintenant, ça ne peut plus continuer comme on a fait avant, se chamailler, se battre, ensuite s'entretuer. À l'ère de la bombe atomique, il faut se responsabiliser, il faut savoir dialoguer. Créons un lieu de dialogue où les gens peuvent interagir, discuter d'enjeux capitaux. Et je dirais, la pierre maîtresse de cet édifice des Nations unies, c'est les droits de l'homme, les droits de la personne, dont le droit à la vie. Donc, c'est censé être un endroit où on défend le droit à la vie. Il y a eu une charte de l'enfance également aux Nations unies où on dit que l'enfant doit être protégé avant et après la naissance. Donc, c'est un endroit qui, sur papier, est censé défendre la vie, même avant la naissance. Mais ce n'est pas ça qui arrive. Là, on a créé, surtout après cette fameuse conférence de Beijing, il y a 30 ans. C'est quoi la conférence de Beijing? C'est une conférence qui a eu lieu, qui a, je dirais, a été le coup d'envoi pour le mouvement féministe au sein des Nations unies, qui a fait la promotion de la santé reproductive, c'est l'euphémisme pour l'avortement, et des autres soins de santé et l'éducation sexuelle. Donc, on voyait que pour faire avancer la femme, disait-on, il faut l'arracher de son contexte socio-économique, patriarcal et tout. Il faut lui donner une éducation moderne et nouvelle pour qu'elle sorte de ce milieu-là. Et aussi, il faut lui donner l'avortement pour qu'elle ne soit pas, je dirais, limitée par ces circonstances-là. Donc, l'émanciper de sa famille, l'émanciper, entre guillemets, de sa société, de sa culture, l'arracher de là, en faire un individu du nouveau monde, du nouvel ordre. Et c'est à partir de cette conférence-là que ce programme a été établi. Tu me connais, Georges, quelqu'un direct. C'est pas un peu naïf de penser qu'on peut envoyer une délégation là pour espérer changer quelque chose directement de l'ONU? Ça fait beaucoup de bien parce que pas tout le monde à l'ONU est un radical pro-avortement. Loin de là. Et c'est en fait ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent déprogrammer ou je dirais, ils veulent dogmatiser
les pays africains, certains pays du Moyen-Orient, qui ont encore des valeurs familiales très fortes. Donc, quand moi, j'étais là, je pense, en 2019, à la même conférence. Puis, j'ai vu le format typique, c'est de parrainer un pays avancé, comme la Suède, avec un pays africain. Puis, le Suédois, il va dire, « Ah, nous autres, on est avancés, nous autres, on a ça, on a ça. » C'est comme pour faire honte aux pays africains qui sont arriérés, qui ont de la misère. C'est vraiment condescendant comme chose. Puis c'est vrai, Annick dit vrai que les gens sont très polis, très accueillants, très chaleureux, mais je dirais que c'est très hypocrite. C'est une façade de dialogue, d'impartialité, mais il y a un message très fort qu'on veut passer dans les coulisses, dire vous n'avez pas le droit de dire certaines choses, puis il faut promouvoir le programme de Beijing, de promouvoir l'avortement, contraception, valeurs familiales égales à la limite nazisme. Oui. En fait, ce qu'on veut, c'est l'alignement du narratif. Oui, puis c'est un exercice hypocrite d'alignement au narratif sous couvert d'une conférence très agréable et un dialogue ouvert. Ouais. Puis Arpad, dans son rapport que j'ai lu, il disait, la personne disait, il faut apprendre à aller vers l'autre, pas tout le monde est d'accord avec nous, il ne faut pas que ça soit juste une caisse de résonance ici, il faut être prêt au dialogue. Donc, ils disent ça, mais ils ne le pratiquent pas. Quand il y a une question qui vient, là, tout à coup, c'est inacceptable, c'est contre-productif, ils sont en train de gâcher l'événement. Arpad, je me retourne vers toi. Oui. C'est quoi la place du Canada dans cette radicalisation? Dirais-tu que Justin Trudeau puis sa délégation de 100 féministes jouent un rôle de premier plan dans l'imposition de cet agenda extrême? Certainement. Certainement, le Canada est comme l'un des pays qui subventionne le plus ce département des Nations unies avec les pays scandinaves. Ceux qui donnent le plus d'argent ont le plus de poids. Ouais. Et le Canada, ça s'assume avec ses dons envers les Nations unies, mais aussi comme vous l'avez dit, à cause de la grande délégation qu'elle envoie, qui sont tous des personnes qui pensent comme Justin Trudeau. Alors, Justin Trudeau et la délégation canadienne, tous les membres de cette délégation, une centaine, à ce que je comprends, on pousse cette idée à travers chaque événement, à travers chaque rencontre. Et je pense que c'est pour ça que nous, comme Canadiens, comme Québécois, qu'on va aux Nations unies, on présente une voie alternative canadienne. Parce que quand des délégués africaines rencontrent quelqu'un du Canada, on se serre la main, je suis du Canada, bien, déjà, ils pensent que c'est un radical, il ne va pas m'aimer, je vais devoir m'enfuir de cette discussion. Mais quand on se présente, on est Canadien et on est pro-vie. Là, ça change un peu, c'est pas un peu, ça change beaucoup le narratif qu'au Canada, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Oui. Est-ce que tu l'as vu ou l'as remarqué, l'autre clan, le clan pro-choix, délégation canadienne qui était présent sur place? Pas personnellement, j'ai seulement rencontré quelques personnes, quelques autres délégués du gouvernement du Canada, mais quelques-uns de mes collègues de l'Ontario ont assisté à des événements qui ont été organisés par la délégation canadienne, par le Canada. Ouais. Oui. Georges, il y a certains pays pro-vie qui se battent encore pour résister à cette pression-là internationale. Est-ce que tu as des exemples de pays qui se battent encore aujourd'hui pour... C'est typiquement les pays d'Afrique, plusieurs d'entre eux, plusieurs pays du Moyen-Orient, plusieurs pays de l'Amérique latine. La Hongrie? La Hongrie également, mais pas à 100%. Et c'est un peu paradoxal. Ils sont très forts à l'interne et même en Europe. Mais à l'international, souvent, c'est des gens plus libéraux qui vont représenter les Nations unies, puis souvent, ils se, je dirais, solidarisent avec les Européens, en bloc. Donc, ils sont beaucoup moins présents, c'est un peu décevant, par ailleurs, leur activité aux Nations unies. Les Polonais également. Donc, ils forment un bloc avec l'Europe, ils n'osent pas sortir du cadre de l'Europe, pour des raisons que je ne comprends pas tout à fait, probablement ayant trait à l'argent, les subventions qu'ils reçoivent de l'Union européenne, des choses du genre. Mais alors, ce qu'il faut faire, c'est encourager ces gens-là de continuer sur la bonne voie, leur dire, vous n'êtes pas seuls contre l'Occident riche. C'est qu'en Occident, il y a aussi une alternative qui va venir peut-être
à son tour prendre le pouvoir, comme ça a été le cas pour le gouvernement américain, qui a quand même changé de fusil d'épaule. Et par ailleurs, c'est un des sujets les plus brûlants durant cette conférence-ci, c'est que l'ONU et plein d'organismes qui recevaient des subventions massives les ont perdues. Et là, ils sont en maudit contre ça. Et ce qui a, je dirais, augmenté leur hargne contre les pro-vie présents, c'est vous qui nous avez causé cette perte d'argent qu'on a. On avait des milliards avant, puis ils osaient même dire que... En provenance de quoi? De qui? USAID oui. Et des programmes semblables. Alors, USAID, c'était 42 milliards par année qu'ils donnaient. 42 milliards par année, pas millions, mais milliards. Alors, c'était des sommes faramineuses qui allaient vers exactement ce genre de projet-là, de promouvoir l'avortement en Thaïlande, en Afrique, des éducations sexuelles en Afrique, moyennant, s'ils acceptent, les Africains ils vont recevoir des subventions. Ouais. S'ils n'acceptent pas d'être endoctrinés, aucune subvention, aucune aide médicale pour leurs hôpitaux et tout cela. Donc, c'était du chantage. Une forme de prostitution. Bien, c'est que si vous voulez l'argent, mais acceptez cet endoctrinement de vos enfants. Mais si vous voulez pas accepter, je dirais, la vérité occidentale que nous vous donnons, là, bien, tant pis pour vous, vous allez crever là-bas en Afrique. Annick, là, on parle de la promotion de la vie versus l'avortement, la délégation canadienne, vous étiez présent, les pro-vie là-bas. Est-ce que tu as été témoin de d'autres conférences dans lesquelles, Georges parlait de l'éducation à la sexualité, par exemple. Est-ce que c'est un sujet qu'on a touché là-bas, la promotion justement de ce fameux programme d'éducation à la sexualité où on positionne au primaire et au secondaire énormément la dysphorie du genre puis le transgenrisme? Oui, bien, il y a beaucoup de questions de désinformation. Puis on se rend compte que pour eux, la désinformation, c'est pas mal notre côté de la vision des choses. Oui. Donc, oui, il parle d'éducation sexuelle aux enfants, une conférence sur l'éducation numérique aussi qu'on a reçue, là, avec des collants là, assez troublants qui sont distribués aux enfants. C'est des images sexuelles là, avec leur site Internet. Et puis... c'est trop explicite, là. Ça parle des pratiques sexuelles, ça parle des choses qui ne sont pas nécessairement... qu'on ne voudrait pas nécessairement apprendre aux enfants, puis ils vendent ça sous le prétexte que sinon, ils vont avoir de la désinformation sur Internet. Mais puis ça parle beaucoup de santé reproductive. Là, là, eux autres, ils disent que les jeunes, ils vont là, ils ont beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport à la contraception, puis... mais c'est très axé sur les jeunes, sur justement flouer les genres. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de conférences sur le transgenrisme. Là, donc, oui, c'est assez présent. Georges, tu voulais rajouter quelque chose? Je ne sais pas si je m'adresse à notre régie, je ne sais pas si on a les images ou une image qu'on peut montrer par rapport au dépliant dont Annick parlait là, à l'écran. Je pense qu'on les avait préparés, fait que si on les a, on peut peut-être les montrer. Je sais qu'on a brouillé certaines images pour pas que ça soit trop choquant pour le public. Mais Georges, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors, ce que j'ai trouvé troublant de cette anecdote-là, quand Annick me l'a raconté, c'était qu'ils étaient fiers qu'ils pouvaient contourner les parents, parce que pour eux, les parents sont le problème. Ouais. Les parents sont l'obstacle, c'est ce qui empêche l'enfant de s'épanouir, c'est qu'il faut contourner les parents par le biais de cette plateforme numérique. Ils peuvent avoir ça tout droit sur leur téléphone intelligent, ces idées sexuelles-là, ces leçons, parce que pour eux, les parents sont l'ennemi. Les parents sont arriérés et, à la limite, des véhicules de désinformation. Donc, c'est ça que je trouve vraiment outrageant, c'est qu'ils veulent supplanter les parents. Ils veulent miner l'autorité parentale. L'autorité parentale. Georges, le rapport de la session annuelle de la Commission de la condition de la femme met de l'avant la justice de genre et la lutte contre les masculinités patriarcales. On l'a entendu d'entrée de jeu avec l'ouverture faite par Antonio Guterres.
pardonne-moi pour mon accent, mais Antonio Guterres, il parlait justement de la lutte contre la masculinité patriarcale. N'est-ce pas là une tentative à diaboliser la masculinité puis à affaiblir la famille traditionnelle? Et pourquoi? On veut diaboliser, je dirais, la famille traditionnelle parce que, selon leur point de vue, c'est quelque chose qui empêche l'autonomie absolue de la personne. Donc, mais l'autonomie absolue, c'est un leurre, c'est un mensonge. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie, mais pour eux, c'est la famille naturelle, père, mère, c'est quelque chose qui empêche l'épanouissement du mari ou de la femme, surtout, et mais ne donne pas de sens à la vie. Pour eux, c'est une barrière vers l'épanouissement. Leur vision, c'est des personnes émancipées de toute structure sociale et religieuse qui, je dirais, vivent sans nation, sans culture, un peu comme Justin Trudeau disait, un pays post-national, un pays sans histoire, parce que tout cela est vécu ou perçu comme eux comme un poids, un fardeau sur la personne qui doit être émancipée. Ouais. Et aussi, il y a l'idée que c'est dangereux. C'est dangereux, ces genres de valeurs-là, ça promue la haine, puis à la limite, c'est fascisant. Ça peut mener à la violence puis à la guerre, on dit. Mais c'est du sophisme. C'est du sophisme pur et dur. Et au contraire, je pense que si on arrache les gens de tout cadre, mais c'est à ce moment-là que les choses deviennent très dangereuses. Parce qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de structure morale. Tout le monde se croit maître du bien et du mal. Ouais. Et finalement, pour contrôler ces gens qui ont chacun leur opinion du bien et du mal, il faut un tyran. Il faut une entité très forte et tyrannique pour contrôler le tout. Et c'est un peu ça vers où on s'en va. Est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui dans notre société pour le patriarcat? Bien, c'est un faux débat. Le patriarcat, c'est quoi? C'est juste une formule diabolisante. C'est un peu comme toute la conférence. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre narratif, on va vous affubler d'étiquettes dénigrantes et vous allez être délégitimé, diabolisé. Donc, si vous êtes en train de questionner ce que nous disons, vous êtes un patriarque, vous êtes fasciste, vous êtes homophobe, vous êtes un chrétien radical, vous êtes un religieux... L'extrême droite religieuse. Vous êtes de l'extrême droite religieuse. Ouais. Alors, ce sont des termes... Le patriarcat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire père, du père. Ça peut être très bien, cela. Alors, définissons nos termes. Mais là, ils ne veulent pas de débat. Ouais. Ils veulent prétendre que tout ça, ça a été réglé. Patriarcat, c'est mauvais. Vous êtes patriarque. Vous faites partie de cela. On vous disqualifie. Donc, ce n'est pas un endroit de débat. C'est un endroit d'endoctrinement maquillé ou camouflé comme un endroit de débat. C'est ça qui est désolant. Et nous révélons ça avec nos questions. Ouais. Parce que quand on pose des vraies questions honnêtes, limpides, un argument construit, eux voient ça comme du fascisme. Vous avez de la logique, vous avez une prémisse, une deuxième prémisse, puis une conclusion. Ça, c'est fasciste. Ça, c'est hétéronormatif. C'est un syllogisme comme les Grecs patriarques faisaient. Alors, c'est quasiment cela. Vous devez simplement suivre le courant, suivre les suggestions que nous comme le Suédois avec l'Africain. Ouais. Pense pas trop, fais juste me suivre. Ouais, vous allez recevoir votre subvention en même temps. Ouais. Arpad, comment réagis-tu à l'argument progressiste selon lequel la religion et les valeurs chrétiennes sont des oppressions à déconstruire? Selon toi, y a-t-il un plan global pour faire taire le christianisme sous prétexte de droits humains? C'est certain qu'ils essaient de faire ça. Mais sur l'argument des droits humains, une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est à plusieurs reprises aux Nations unies, les féministes, les organisateurs nous ont exprimé qu'ils étaient très fâchés que les pro-vie prenaient l'argument des droits humains et le faisaient et le présentaient beaucoup mieux qu'eux le présentaient parce que
pour eux, leur rhétorique, c'est vraiment d'aller sur les droits humains, mais nous, on incorpore tous les humains dans notre argumentation pour protéger la vie humaine et les droits humains. Alors ça, c'est un aspect très intéressant que j'ai trouvé, que ça les fâche vraiment qu'on fait ça mieux que eux. Sur la question de la foi, de la religion, des valeurs chrétiennes, eux, ils veulent vraiment nous associer. Ils nous appellent des antidroits. Alors, on ne nous appelle pas des pro-vie, on nous appelle des antidroits. Antidroits ou anti-choix? Antidroits. Antidroits, antidroits, okay. oui. Anti-choix aussi, mais antidroits, c'est le terme qu'ils commencent à utiliser davantage parce qu'eux, ils veulent vraiment être pour les droits des femmes. Alors, ils veulent nous mettre en opposition et comme ça, ils associent des valeurs chrétiennes comme nous sommes des personnes patriarcales. Haineuses. C'est ça. Alors, c'est à travers ça qu'ils s'attaquent, que je trouve qu'ils s'attaquent aux valeurs chrétiennes aux Nations unies. Absolument. Annick, les progressistes à l'ONU prétendent que le mouvement pro-vie est mieux financé que eux. C'est quoi la réalité financière? Je ne sais pas s'ils prétendent qu'on soit mieux financé, mais par rapport à ce que Georges disait tout à l'heure, USAID, USAID, on le voit qu'ils ont perdu du financement. Déjà, ils le disent. Je dirais que la grande majorité des conférences vont demander de l'argent, demander de la subvention, essayer de nous montrer comment leur cause est très importante puis qu'il faudrait les aider. Donc, il y en a beaucoup de ça. Il y en a qui l'ont mentionné là, complètement là, directement. Trump a été mentionné dans quelques conférences en le démonisant là, complètement, là, puis en disant que ce qui se passe en ce moment, c'est important là, de se positionner puis de continuer. Donc, on voit qu'ils ont une certaine peur, de nous qu'on avance. Là. À savoir que si nous, on est subventionnés, ça, j'ai pas senti qu'il y avait un grand mouvement. Les gens avec qui je parlais à l'extérieur, je voyais beaucoup de gens qui travaillaient justement dans la santé reproductive. C'est incroyable le nombre de personnes que j'ai rencontrées, que eux, dans la vie, c'est ça qu'ils font. Ils travaillent dans un centre de santé reproductive dans un autre pays. Là. Il y en avait beaucoup. Quand on parle de centre de santé reproductive, juste pour que les gens comprennent, on parle vraiment de clinique d'avortement. Là. Exactement. OK. Et c'est comme ça qu'ils se présentent, puis ils se présentent souvent comme des gens là, qui sont là, sont fiers. Puis quand on donne, des fois, le petit carton qui a été démontré à l'écran au début, là, qu'on leur donne ça, puis là, qu'ils comprennent un peu notre position, bien, là, on voit vraiment un froid qui s'installe. Là. Tu voulais rajouter quelque chose, Arpad? Oui, pour le financement, c'est vraiment David contre Goliath. Nous, on est David, on se fie à des dons de nos supporters. Eux, ils ont le don des États, le don des Nations unies. Ils ont perdu USAID ou une grosse partie de USAID, mais Canada subventionne beaucoup. Mais en plus des subventions directes, il y a des subventions indirectes, comme tous les organismes et tous les business aussi qui s'affichent en supportant ces valeurs-là. Alors eux, ils ont toute une machinerie complète, des billions et des billions de dollars. Et nous, de notre côté, les organisations chrétiennes, les organisations pro-vie, on est petits, mais ils ont peur de nous, ils ont vraiment peur de nous. Puis avec le petit qu'on a, on en fait beaucoup, oui. Absolument. Oui. Georges, en terminant, j'aimerais que tu puisses nous repositionner ce qui s'en vient le 31 mai. On parle de la vie, il y a une marche pour la vie. Je te laisse faire l'annonce à propos de ça pour inciter les gens, les auditeurs. C'est important d'être là. C'est même, je dirais, primordial d'être présent. C'est comme ça qu'on peut faire basculer, justement, l'opinion publique. Bien, si c'était important d'aller aux Nations unies, parce que là était la gueule de la bête, mais aussi au Québec, malheureusement, on est comme la Scandinavie, puis la Grande-Bretagne, la France, très pro-avortement, plusieurs d'entre nous, Québécois, malheureusement. Et donc, c'est important de s'afficher pour la vie, contre l'avortement, dans vraiment le centre de Québec à l'Assemblée nationale, le siège du pouvoir des Québécois, pour dire, regarde, nous, on ne pense pas comme les autres. On se sépare de cette attitude contre la vie. On se dissocie de cela, et on en est fiers, parce qu'on croit que la vie de l'enfant à naître vaut être défendue. Cette année, c'est le 50e anniversaire de la Charte des droits et libertés du Québec.
Donc, le premier article dit « Tout être humain a droit à la vie ». Ça ne peut pas être plus clair. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre d'une maman? Si ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un ver de terre, une souris, c'est un être humain. Un être humain qui grandit et qui va sortir du ventre et qui va continuer à grandir et mourir à l'âge de 80 ans ou plus. Donc, c'est un être humain dès la conception. Sperme, ovule, fusionne, un nouvel être vivant qui est avec son ADN, son battement de cœur à 21 jours à peu près, son système sanguin, puis tout est là. L'individu est là. Il a besoin simplement d'avoir de l'eau, de la nourriture pour vivre. Et nous, donc, nous disons qu'on est pour cet enfant-là, cet être humain-là. Si vous êtes pour la défense des droits de la personne, si vous êtes pro-droit, bien, vous devriez respecter ses droits également. Soyez pas hypocrite. Dites pas que vous êtes pro-droit de la femme, puis ensuite vous allez tuer sa fille. Ouais. Donc, le 31 mai. 31 mai, devant l'Assemblée nationale, 11 heures. 11 heures. Venez nombreux être avec nous pour célébrer la vie. Merci, Georges, d'avoir été avec nous. Merci, Annick. Une belle première. Tu vois, ça s'est bien passé. Merci beaucoup, Arpad, d'avoir été avec nous. Vous savez, en terminant dans cette chronique-là, dans un monde où les valeurs chrétiennes sont attaquées de toutes parts et où le relativisme cherche à tout diluer, on ne peut plus rester silencieux. Vous savez, la vérité, ça ne s'efface pas sous la pression du politiquement correct. C'est le moment d'être fort, de parler haut et clair et de défendre notre foi. Refusons de se taire au profit d'un narratif dominant contraire à Dieu.